Et avec cela, on va se lancer. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cet appel qui est co-hosté par beaucoup d'organisations, beaucoup de collègues. C'est co-hosté par GFAN, ITPC, Data, etc., CS4ME, GFAN Afrique et RAM. Donc, bienvenue à cet appel et on va vraiment se lancer tout de suite parce qu'on a beaucoup de thèmes à discuter aujourd'hui. Voici, on peut voir l'agenda. Donc, on va commencer avec une mise à jour sur le partage des orientations pour les priorités et le processus de reprogrammation. Après, on va avoir une créneau, une petite fenêtre pour les questions. Après, on va faire une analyse des points clés par maladie, c'est-à-dire dans les orientations, après des questions. Et ensuite, on va passer à un partage de l'expérience au niveau de pays, et avec quelques présentations déjà préparées. Et après, avec un échange plus ouvert pour partager les expériences des autres pays, mais aussi des questions ou d'autres perspectives. Et on va finir avec une mise à jour sur les financements américains et aussi avec une mise à jour sur la reconstitution en cours, la campagne de reconstitution en cours. Donc, avec cela, je vais passer la parole à Nadia. Merci beaucoup, Chase. Bonjour tout le monde. Je suis Nadia Rafif d'ITPC Global et nous faisons partie d'un collectif. Nous travaillons tous en ce moment main dans la main pour essayer de comprendre toutes les informations qui nous arrivent de part et d'autre. Et donc aujourd'hui, plus particulièrement, je vais essayer de faire la chronologie un petit peu des récents annoncements du Fonds mondial qui ont commencé il y a à peu près 3 semaines, juste avant le conseil d'administration. Donc, si vous faites partie du CCM, vous avez normalement tous reçu, aux alentours du 25 avril, une note du secrétariat qui disait que les PR devaient ralentir les dépenses des subventions pour certaines activités. Donc ça, c'était il y a un peu plus d'un mois. Euh, euh, Après, il y a eu bien sûr le board, le conseil d'administration du Fonds mondial, et il y a des nouvelles orientations qui ont été envoyées pour les subventions du cycle 7. Et vous devez tous être au courant, je vais expliquer pourquoi, hein, bien sûr, toutes ces annonces. Et le 6 juin, c'est-à-dire la semaine dernière, des nouvelles informations ont été envoyées avec des orientations détaillées sur l'approche de la redéfinition des priorités dans les pays. Alors ça a été assez soudain et en plus, c'est un document qui n'a pas été traduit dans toutes les langues, qui a été seulement traduit en anglais. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes dit, il est vraiment important de faire ce webinaire au plus vite. Diapo suivante. Donc, pourquoi repriorisation et déallocation? Je vais vous expliquer la différence. Alors, évidemment, malheureusement, c'est dû à l'incertitude des ressources pour le reste de la subvention du cycle 7. Tout ça, tout ça n'est pas seulement lié au gel des financements américains, mais aussi euh, au, au fait que d'autres pays n'ont pas encore honoré leurs subventions qu'ils doivent au Fonds mondial, enfin qu'ils ont promis de donner au Fonds mondial. Donc, c'est une cascade d'événements. Mais bien sûr, le plus important, c'est que donc, il y a environ 42%, donc soit à peu près 6 milliards de dollars, qui doivent encore être envoyés au Fonds mondial pour les cycles précédents. Donc, certains sont en retard et d'autres, comme les États-Unis, ne sont pas très clairs. Donc, c'est pour ça que le Fonds mondial attend fin juin
pour savoir si, par exemple, la subvention américaine passée va arriver dans les comptes en banque du Fonds mondial ou pas. Donc, beaucoup d'incertitudes au niveau de l'argent au sein du Fonds mondial pour le moment. Et je ne parle même pas du replénichement. Pour le moment, je parle juste des subventions en cours. Diapo suivante. Donc, quelles sont les nouvelles directives que le Fonds mondial a envoyées concernant la repriorisation? Donc, le Fonds mondial, en ce moment, est en train de regarder les allocations de chacun des pays et il va envoyer en juillet une nouvelle lettre qui indiquera quel est le nouveau montant des subventions disponibles par pays. Donc, c'est un exercice, vous imaginez, très, très difficile. Ils doivent regarder, bien sûr, les prix, la taille du pays, la taille de la subvention et les prévalences des trois maladies dans les pays, etc. Donc, et, donc, chaque pays va recevoir une lettre différente, bien sûr, qui va réduire, modifier ou demander de supprimer certaines activités, ou bien même de renforcer certaines activités qui doivent être, qui sont essentielles pour sauver des vies. Donc, au mois d'avril, la lettre que les pays ont reçue, c'était une lettre qui disait qu'il fallait ralentir les dépenses. Alors maintenant, c'est différent. Maintenant, ce n'est pas une pause temporaire. Maintenant, c'est l'étape suivante qui est que certainement la plupart des pays, mais ça, je ne veux pas m'avancer parce que personne ne connaît les chiffres encore, mais on parle que les réductions peuvent aller jusqu'à 30% du budget. Diapo suivante. Alors, ce processus affecte le cycle 7, mais normalement ne devrait pas affecter les allocations qui ont été dirigées pendant la période du Covid. Parce que je sais que beaucoup de pays sont en train, cette année, de conclure la subvention du Covid-19. Normalement, ça ne devrait pas être touché. Alors, quel exemple d'activités qui doivent être ralenties ou supprimées? Donc, on parle, et là, je suis sûre que la plupart d'entre vous êtes au courant parce qu'on en parlait déjà fin avril et au mois de mai. Donc, c'est par exemple tous les frais de réunion, les frais de conférence, euh, les, tout ce qui est communication, les impressions de documents, les jours commémoratifs, tout ce qui est les études et les revues, par exemple, quand votre pays souvent fait une revue d'évaluation. Donc, tout ça, ce sont des activités que le Global Fund considère non prioritaires. Et quelque chose qui est important, c'est que le community-led monitoring n'est pas considéré comme une étude ou une recherche. Donc, ça doit être normalement quelque chose sur lequel vous pouvez pousser pour que ça soit sauvegardé lorsque vous allez devoir décider de quelle activité couper très prochainement. Diapo suivante. Donc, voilà le détail avec les dates exactes qui pourront peut-être changer, mais pour le moment, les enveloppes de financement devraient être envoyées au CCM le 30 juin et aux récipiendaires principaux. Alors, ce qui est très important, c'est que la société civile s'est plaint que tous les membres du CCM ne sont pas avertis de toutes ces informations. Et il faut absolument que vous vérifiez que vous avez si vous faites partie du CCM, que vos coordonnées sont bien incluses avec votre adresse email correcte pour que vous receviez l'information. Parce qu'évidemment, en ce moment, on veut aller un petit peu vite, donc les décisions sont prises un peu trop rapidement, sans consultation de tous les membres du CCM. Donc, normalement, une période de révision de 2 semaines seulement commencera. Donc, il faut vraiment se préparer maintenant, parce que, bien sûr, il n'y aura pas beaucoup de temps. De juillet à septembre, les récipiendaires principaux, les CCM et le secrétariat, vont travailler ensemble à la révision de la subvention. Donc, ça va être vraiment des négociations, des retours avec l'équipe pays, Genève et l'équipe pays. Et, et normalement, le Fonds mondial demande que le CCM se réunisse au moins une fois
ce qui n'est pas beaucoup, mais au minimum une fois, pour discuter de la redéfinition des priorités des interventions. Norm- c'est un processus, vous voyez, qui va aller très vite. On sait que normalement, ça prend beaucoup plus de temps. Vous avez tous travaillé certainement sur comment rédiger une subvention du Fonds mondial. Là, c'est très rapidement. Et le 28 septembre, toutes les subventions devraient être complètes, approuvées et révisées. Euh, donc, il n'y a vraiment pas de temps à perdre et on va vous proposer après des outils pour que vous puissiez commencer à travailler maintenant sur qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qu'on peut laisser de côté. Bien sûr, c'est un exercice extrêmement difficile et nous avons des outils pour vous conseiller. Diapo suivante. Voilà, ça c'est une. Je suis désolée, certaines diapos sont en anglais parce qu'elles n'ont pas encore été traduites en français, mais on est en train de s'activer pour que tous les matériels soient soumis, soient traduits en français. Donc ici, vous avez un petit peu, vous avez le visuel pour expliquer les étapes que vos pays euh, vont mettre en œuvre. Diapo suivante. Alors encore une fois, il ne sera pas possible, bien sûr, pendant cette période, de rajouter des nouvelles activités. Il s'agit surtout de protéger ce qui existe déjà. Et donc, mais nous devons devoir être prêts à faire des concessions. Nous devons bien réfléchir et à nous préparer à nous battre ce que nous ne pouvons absolument pas abandonner. Par exemple, c'est évident que la distribution des ARV est essentielle, mais le suivi communautaire, l'engagement communautaire, l'éducation thérapeutique, le community-led monitoring pour justement mesurer l'impact des coupes sont des activités essentielles sur lesquelles vous allez devoir vous battre pour qu'elles soient préservées dans le budget. Et bien sûr, tout cela dépend de votre contexte national et je ne vais pas prendre trop de temps parce que je sais qu'après, on va parler spécifiquement du VIH, de la TB et de la malaria. Diapo suivante. Je vais m'arrêter ici. J'ai essayé d'être brève selon les consignes puisque nous avons beaucoup d'interventions aujourd'hui et nous voulons aussi écouter ce qui se passe dans les pays car certains ont déjà de l'expérience à partager, des bonnes pratiques vous allez voir avec Alana qu'il y a aussi beaucoup d'outils que la communauté a essayé de développer pour anticiper tout ce calendrier d'action qu'on vient de présenter. Voilà, merci beaucoup, Chaise. Je crois que Alana peut prendre le relais. Merci Nadia. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais aller assez rapidement pour regarder le temps plus tard, mais je voulais tout d'abord dire que nous avons plusieurs ressources pour supporter le plaidoyer auprès du Fonds mondial sur ce processus. Donc, vous pouvez visiter ce site web. C'est le Global Advocacy Data Hub, le hub mondial pour les données, les ressources pour le plaidoyer. Diapo. Alors là, vous pouvez voir, nous avons créé un FAQ, des questions fréquemment demandées pour les communautés sur comment interpréter les orientations du Fonds mondial. Donc, je vais partager le lien pour ce ressource. C'est en français, nous avons aussi des autres langues. Alors là, ça a été mis à jour après la communication du Fonds mondial, je pense que c'était le 6 juin. Donc là, vous pouvez voir qu'est-ce que le Fonds mondial a communiqué, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que vous pouvez vous engager dans le processus, est-ce qu'il y a du soutien, etc. Diapo. Et là aussi, nous avons écrit un organigramme pour savoir comment vous engager, comment vous préparer, si vous êtes membre du CCM ou si vous êtes plutôt de la communauté, mais pas sur le CCM. Nous avons aussi des modèles pour des emails si vous avez besoin d'écrire le CCM ou bien le récipiendaire principal ou faire remonter quelque chose au secrétariat. Diapo. Puis enfin, comme nous allons discuter encore plus tard, il y a du langage du Fonds mondial qui sont partagés. Donc, les programmes qui ne sont pas coupés doivent sauver des vies, doivent être intégrés avec le gouvernement, etc. Donc, nous avons écrit quelques exemples pour comment faire le plaidoyer en utilisant les mots, les concepts du Fonds mondial.
Donc là, c'est tout dans le document. Diapo. Puis autre chose comme vous êtes en train de faire le plaidoyer pour sauvegarder les programmes du Fonds mondial, c'est important pour commencer par comprendre ce qu'il y a dans les subventions, quelles sont les activités actuelles, parce que là, c'est pas un processus pour demander des nouvelles activités, mais plutôt pour nous assurer que les programmes communautaires ne sont pas coupés. Donc, nous avons produit un dashboard qui sont sur les données sur les CCM. Vous pouvez trouver n'importe quoi aussi en français. Diapo. Je vais pas dire trop sur ça, mais juste pour dire que là-dedans, il y a beaucoup d'infos, mais il y a aussi ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous pouvez voir les budgets actifs actuels pour tous les subventions et aussi l'absorption par domaine du programme. Donc, ça veut dire quel montant pour toutes les subventions ont été utilisés déjà et quelles sont les activités qui ne font pas de progrès qui sont peut-être arrêtés. Donc, vous pouvez demander des bonnes questions quand vous faites le plaidoyer. Diapo. Alors, je ne vais pas dire trop sur ça, sauf pour dire que demain, nous avons un webinaire spécifiquement sur comment utiliser les données du Fonds mondial pour le plaidoyer. Pour le moment, malheureusement, c'est seulement en anglais, mais on est en train de planifier quelque chose aussi en français. Donc, si ça vous intéresse, je vais aussi partager le lien pour ça dans le chat. Diapo. Puis aussi, comme on a dit, Change, c'est un groupe si vous êtes intéressé à vous être plus engagé avec le plaidoyer global. Donc, le Change, c'est plutôt, ça a été créé pour les activistes qui font bon, c'était face aux changements qui ont été faits aux États-Unis, mais nous avons aussi un groupe de travail qui est seulement sur le Fonds mondial. Nous avons aussi un groupe de travail pour les pays, les gens francophones. Donc, on va partager les liens pour ça aussi. Nous avons des groupes WhatsApp qui peuvent être intéressants. Diapo. Puis enfin, la chose finale, c'est que ce processus est très difficile, ça va être compliqué pour bien s'engager. Alors, ce que nous avons fait, c'est de créer un plateforme de la société civile, là où vous pouvez poser des questions. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez aussi faire une demande pour du soutien. Et nous, on peut vous supporter directement, ou bien on peut vous mettre en contact avec les hubs d'apprentissage ou bien le secrétariat du Fonds mondial, etc. Et aussi, vous pouvez signaler si vous avez des obstacles, des défis, des problèmes qui se passent dans le pays. Donc, si vous avez des difficultés à vous engager avec le CCM, si peut-être il y a beaucoup de coupures sur les programmes communautaires ou pour les populations clés, si peut-être le RP est en train de faire des décisions sans s'engager avec le CCM. Donc, Diapo. C'est un site que vous pouvez utiliser pour fournir des infos soit anonymes ou bien si vous voulez partager vos noms, le nom de votre pays. Et nous, on peut vous aider à faire remonter ces défis, ces problèmes au secrétariat. Donc ça, c'est aussi là pour vous. Je pense que je suis finie. Peut-être, Diapo? Hop, voilà. Alors, ouais, je vais tout partager, tous les liens dans le chat. Merci. Merci beaucoup. Euh, donc, merci beaucoup à Lana et Nadia. Et aussi, juste pour mentionner que, en plus du groupe Change, un groupe WhatsApp, il y a le groupe GIFAN Afrique francophone. Donc, si vous êtes intéressé à se joindre à ce groupe, on peut aussi ajouter le lien dans le chat. Euh, je vais inviter des questions. Je ne sais pas si je peux vérifier le chat en même temps, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main et on vous appellera. Joseph, Merci Chris. Je suis Joseph Ouatto, je suis du Cameroun et c'est vrai, je suis membre du conseil d'administration du Fonds mondial dans la délégation des pays en développement. Alors, je reviens encore peut-être sur un élément essentiel pour les communautés et qui figure dans les interventions qui
peuvent ne pas, que le secrétariat considère quelque part un peu comme moins prioritaires. Mais pourtant, ce sont des interventions sur lesquelles la société civile est beaucoup plus adossée. Ça veut dire, lorsqu'on parle de social behavior change, c'est les activités même principales sur lesquelles la société civile s'appuie. Mais maintenant, lorsqu'on met ça dans le document comme ça, la compréhension au niveau des PA et au niveau des pays, on peut nous poser ça directement sur la façon de dire, ben, on a mis ça dans le document, ça veut dire que c'est des interventions qui ne sont pas essentielles ou prioritaires. Pourtant, quelque part, c'est sur la base de ces interventions que nous atteignons des réels résultats parce que de toutes les façons, les interventions, la réussite des interventions ou bien des activités commence par le changement de comportement, passe par le changement et finit par le changement de comportement. Ça veut dire que ça devrait être la base de toute intervention. Mais lorsqu'on a mis ça comme ça dans le document, ça peut pousser à ce qu'on élimine carrément ces interventions. C'est vrai que c'est en fonction des contextes où on va voir est-ce que ici, à partir de ça, est-ce que ça permet de sauver des vies, et ainsi de suite. Donc, en fonction des contextes, peut-être ce sera maintenu, mais pour moi, je pense que c'est des interventions qui ne devraient même pas figurer parmi les interventions dont on peut aller là-dedans pour éliminer. Donc, voilà, c'était un peu ça. Est-ce que à ce niveau, on ne devrait pas contextualiser et voir comment améliorer ou alors maintenir ces interventions au lieu de mettre ça dans le document comme des possibles interventions qu'on peut suspendre. Voilà. Merci, merci beaucoup, Joseph. Nadia? Oui, non, je suis complètement d'accord avec Joseph. Tout ça, c'est des indications, c'est-à-dire que chaque pays a un contexte très particulier et tel que tu le décris, Joseph, ces interventions sont effectivement prioritaires. Il faudra toujours faire le lien sur sauver des vies. Quelles sont les interventions qui permettent de sauver des vies? Et devoir encore expliquer que beaucoup d'interventions communautaires, dont celle dont tu parles, est essentielle. C'est comme distribuer les ARV sans tout le tissu communautaire ou encourager les gens à faire le test. On ne peut pas juste faire le test sans avoir les interventions communautaires. Donc ça va être vraiment votre pouvoir à vous, société civile, de persuasion et également d'utiliser les différents outils pour vous préparer avant les 2 semaines où les négociations vont commencer dans les pays. OK. On a 2 collègues. Et juste pour souligner, avant de passer pour les 2 questions, on va prendre ces 2 questions et après on va continuer parce que peut-être on va répondre à d'autres questions avec les autres interventions à venir où on va parler des interventions mentionnées par programme et aussi des lignes des lignes importantes pour garder ou justifier les activités gardées. Euh, donc, je suis désolé, j'ai du mal avec la prononciation, mais Maounou, je passe la parole. Allez-y, Fabrice. OK, merci beaucoup. Merci à tous les présentateurs. Moi, je voudrais faire un plaidoyer et attirer notre attention. Je pense que dans les processus normaux, nous avons beaucoup de temps pour pouvoir faire le groundbreaking, suivre, apporter les arguments. Mais cette fois-ci, tenez-vous bien, vous aviez bien dit là, juste 2 semaines. Et moi, je voudrais qu'au niveau des pays, à travers les cadres unitaires, que nous puissions vraiment nous mettre ensemble et faire appel à ces anciens qui ont fait partie des CCM, qui ont de l'expérience, qui peuvent nous accompagner. Si on ne le fait pas ici, je vous assure qu'on ne pourra pas vraiment être efficace et avoir de bons résultats. Ça, c'est plus qu'une évidence aujourd'hui. S'il vous plaît, au niveau des pays, rapprochons-nous de ceux-là qui ont fait partie des CCM, qui connaissent les stratégies, les moyens par lesquels on aura vite l'information, on pourra vite vraiment impacter pour que le peu qu'on doit sauver puisse être sauvé. Si on ne le fait pas, si c'est avec les nouveaux membres qui peut-être n'ont pas beaucoup d'expérience,
c'est sûr que nous allons passer à côté. Donc, c'est vraiment un appel que je voudrais lancer pour qu'au niveau des pays, au-delà de ce qui se fait au niveau régional, au niveau des pays, qu'on soit vraiment pragmatique et efficace. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hamza? Merci beaucoup. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Merci aussi pour la mise à jour sur les informations par rapport au processus de reproduction. Une de mes préoccupations a été prise en compte par le premier intervenant, mon frère Joseph Ouatto. Effectivement, c'est cette inquiétude de plus en plus que nous avons où il y a des documents qui circulent avec des orientations par rapport effectivement aux activités qui sont susceptibles d'être impactées par le processus de repriorisation. Alors que nous estimons que le contexte d'un pays à un autre diffère et qu'une activité qui pourrait être impactante pour un pays donné peut ne pas être de la même ampleur pour un autre pays. Donc, je pense que Joseph a parlé de ça et je ne veux pas revenir là-dessus. Mais la deuxième préoccupation aussi, c'est effectivement par rapport à l'organisation pratique au niveau des pays. Et je suggère en tout cas à tous nos pays de pouvoir vraiment assurer cette communication régulière entre les membres des OSC qui sont les OSC membres des CCM, en fait les OSC qui sont dans les CCM ou dans les instances de coordination et les autres organisations de la société civile. Sans ça, on risque d'avoir des pays où le processus allait se faire sans qu'il y ait cette coordination ou sans qu'il y ait ce processus de collaboration et d'entente mutuelle par rapport effectivement aux activités qui pourraient être impactées par la repriorisation. Donc, c'est très important que nous puissions nous organiser, comme l'a dit d'ailleurs Fabrice, que le temps n'est pas, c'est très court, on puisse vraiment être efficace et pouvoir vraiment réellement identifier les activités qui peuvent être impactées sans aucune, en tout cas, considération que telle ou telle activité est mise en œuvre par tel ou tel acteur, mais de regarder l'impact de l'activité par rapport à la lutte contre la maladie concernée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer pour la dernière intervention à Abou Bakar. OK, merci beaucoup. Merci aux intervenants. Et moi, je voudrais un peu aborder dans le même sens que Fabrice, mais en partie jusqu'à juste poser la question, vu nos contextes, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nos contextes sont différents et il y a certaines situations qu'on ne pourra pas gérer. Est-ce que le Fonds mondial a envisagé, par exemple, au déploiement d'une assistance technique aux pays aux organisations de la société civile dans les pays, dans ce processus? Merci. Ça, c'est une question ouverte. Est-ce que quelqu'un dans l'appel est capable de répondre à la disponibilité de l'assistance technique? Alors, j'ai un élément de réponse, mais je ne sais pas si l'information est à jour. Donc, il y a un mois, en tout cas, je crois que la politique était qu'il n'y aurait pas de programme d'assistance technique autour de la repriorisation, parce qu'il n'y avait pas le temps de mettre les programmes en place, mais que les CCM allaient être autorisés à utiliser leur propre budget pour faciliter l'intervention et la coordination à travers la société civile. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas et si la politique a changé, mais il y a un mois, c'était en tout cas les choses dont on parlait. Ok, je vais juste donner rapidement l'information sur l'assistance technique au niveau de l'initiative stratégique engagement communautaire à travers les hubs d'apprentissage régionaux. On a disponibilisé quelques assistances techniques pour certains pays qui ont été présélectionnés par le Fonds mondial lui-même en Afrique francophone. Donc, il y a de l'assistance technique, mais c'est vraiment limité et les pays ont été identifiés par le Fonds mondial lui-même.
Merci. Merci beaucoup. Et Alana, tu as quelque chose à Oui, ajouter? je voulais juste ajouter que vous êtes tout à fait correct. Il y a peut-être le support des des hubs d'apprentissage, des CCM, mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent parce qu'il n'y a rien qui est nouveau pour ce processus. Donc, je voulais repartager que si vous avez besoin, vous pouvez aussi nous contacter comme la société civile et nous avons beaucoup de partenaires qui sont disponibles pour faire l'assistance technique virtuelle, vous supporter avec des analyses, n'importe quoi. Donc, c'est pas le financement, mais c'est peut-être un peu de support qui peut vous aider. Merci. OK, merci. Eh bien, si votre question n'est pas, ou si votre intervention n'est pas l'information sur cela, je vous demande si on peut pousser la question pour la première question après la prochaine, le prochain échange, juste pour qu'on peut... Oui. Bonjour, c'est vrai, je vais m'économiser. Je ne vais pas poser les trois questions, mais c'est juste une inquiétude que je voulais soulever. Donc, c'est par rapport surtout à la qualité. Je pense que je ne vais pas parler du contexte ni du temps, c'est déjà dit, mais c'est surtout par rapport à la qualité des services. Je pense que c'est important vraiment, même quand on doit faire des improvisations, penser déjà à la qualité des services que nous pouvons offrir. L'autre inquiétude, c'est par rapport à la communication. Je sais, c'est important. Au niveau pays, parfois, ça pose problème au niveau communication pour que toutes les organisations communautaires, en tout cas, puissent être informées à temps et s'approprier, en tout cas, du processus. Maintenant, le reste, je pense que les gens ont déjà dit. Donc, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, on va avoir d'autres fenêtres d'échange et de questions. Maintenant, on va passer vite à faire un résumé de ces directives, du contenu et quelques éléments plutôt transversaux. Donc, comme on a déjà dit, le document donne une liste de priorités et aussi des activités qui sont dépriorisées, qui devraient être priorisées, pardon. Et aussi, je voulais juste souligner les grandes lignes du cadre décisionnel soulignées dans le document. Le document parle des gains d'efficacité sur les dimensions intégration et optimisation. Intégration, ça parle beaucoup de l'intégration avec les cliniques primaires et optimisation avec la manière plus efficace à livrer les services. Euh, et après, ça renforce, ça souligne tout au long le document euh, la priorisation des investissements directement liés avec la réduction du risque de décès et aussi une emphasis sur le risque à court terme et moins à long terme. Donc, je crois que ça, c'est deux dimensions à travers tout le document. Euh, et après, euh, c'est important, évidemment, à souligner qu'en fait, il y a les priorités, il y a les activités qui sont dépriorisées, mais entre les priorités, euh, bah, les directives pour trancher et trouver l'équilibre est peu clair. Donc, je voulais juste souligner sur cela que le document que Alana a souligné dans le partie 5,3, parle de ces lignes d'argumentation, ces lignes importantes de plaidoyer pour garder certaines activités, soit euh, les activités sur le stigma, sur la communication, sur la qualité, vraiment comment assurer que la défense est alignée avec ces concepts comme optimisation, intégration et l'impact. Aussi, juste pour souligner que les directives soulignent l'importance de plusieurs interventions sur l'équité, droits humains, genre et système communautaire. Euh, Et voilà, je ne vais pas tout lire le diapo. J'allais juste souligner et je vous invite à me corriger si j'ai lu mal, mais que où
ces activités sont déjà en cours et montées et l'efficacité est déjà en place et démontrée que ces interventions doivent être protégées, mais que les directives parlent du fait que si quelque chose est nouveau ou on veut lancer quelque chose qui n'était pas en cours, qu'en fait, les directives soulignent que en fait, le lancement de ces activités, si elles sont nouvelles, devrait être dépriorisé. Et quelqu'un, je vous invite à me corriger si j'ai mal compris, mais cette différence a déjà monté et en cours et efficace contre l'idée de créer des mécanismes qui ne sont pas déjà en cours. Avec cela, je passe à Ida. Ok, merci, Chase. Donc, je vais revenir rapidement sur les directives du Fonds mondial concernant les activités à maintenir, en commençant par la tuberculose. Donc, selon la communication du Fonds mondial, les activités devant être maintenues dans le cadre des subventions TB, c'est notamment les activités concernant le diagnostic et le traitement, la détection active et sélection des cas et sélective des cas, et la prévention de la TB. Pour ce qui concerne le diagnostic et le traitement, donc les pays doivent mettre l'accent sur les activités qui protègent le diagnostic et le traitement et en reconnaissant qu'ils génèrent des coûts, mais qui sont essentiels au programme de lutte contre la tuberculose et également maintenir les activités de dépistage du VIH chez les personnes atteintes de TB et poursuivre le dépistage de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH-Sida, le diabète et la malnutrition, et également continuer à utiliser les nouveaux outils de dépistage, diagnostic et les schémas thérapeutiques courts. Pour ce qui concerne la détection active et sélection des cas, le Fonds mondial dit de se concentrer sur les populations clés vulnérables, également les zones géographiques à forte incidence, et également mettre l'accent sur la recherche des cas contacts, et en priorité les enfants, et intégrer la recherche active des cas de tuberculose et également la co-infection avec d'autres maladies. Pour la prévention, nous devons maintenir la TPT pour les personnes vivant avec le VIH et utiliser le dépistage basé sur les symptômes pour initier la TPT. Diapo. Donc, ce que nous pouvons retenir aussi, c'est qu'au niveau de la tuberculose, nous devons avoir l'intégration avec d'autres maladies et optimiser l'utilisation de ressources et outils et les approches et algorithmes existants. Et également, accélérer la transition vers de nouveaux outils lorsqu'ils sont disponibles tout au long de la chaîne de soins. Diapo. Donc, Pour le paludisme, je vais laisser Olivia poursuivre. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Ida, merci, Chase et tous les organisateurs de cette réunion très importante. Alors, pour le paludisme, la priorité de garantir un diagnostic et un traitement de qualité pour toutes les personnes malades, c'est vraiment un pilier central. Comme vous le savez, la lutte contre le paludisme, c'est une maladie qui touche toutes les populations de tout âge confondu. Et c'est aussi une maladie qui a beaucoup de symptômes, malheureusement, qui ressemblent à beaucoup d'autres maladies, comme la fièvre typhoïde et d'autres, dont il est important d'assurer qu'on a toujours un diagnostic correct afin de garantir un traitement efficace et surtout éviter les problèmes de résistance qui sont liés à une surutilisation des traitements, même quand ce n'est pas le paludisme. Alors, la priorité 2, c'est les interventions de prévention telles que la lutte antivectorielle à travers les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qui sont distribués gratuitement grâce au financement Fonds mondial et la chimioprévention du paludisme saisonnier qui se passe, comme vous le savez, dans les régions de la zone du Sahel et qui constitue à distribuer des médicaments préventifs
du paludisme entre les périodes de juillet à octobre dans la plupart des pays, pendant les fortes périodes de transmission et donc les fortes saisons de pluie. Donc, pendant 4 mois, il y a ces campagnes de chimio-prévention du paludisme saisonnier qui ciblent les enfants de moins de 5 ans et qui, dans le passé, ont montré leur efficacité en matière de réduction de la mortalité du palud chez les enfants de moins de 5 ans dans ces zones-là. Donc, l'accent est mis sur le passage aux moustiquaires de nouvelle génération. Comme vous le savez, il y a eu récemment des problèmes de résistance à certains insecticides et ce qui a diminué l'impact de certaines moustiquaires, dont il est question pour les pays de passer à la moustiquaire de nouvelle génération qui adresse tous donc les problèmes de résistance et qui sont beaucoup plus efficaces que les anciennes moustiquaires qui avaient commencé à être distribuées dans les années 2010. Donc, le passage est extrêmement important, une fois de plus, pour l'efficacité de la prévention et la protection contre le moustique qui transmet le paludisme. Il y a l'optimisation de l'âge, de la localisation et la durée de la CPS afin de maximiser la réduction du risque. Et ça, ce sont des décisions que les programmes nationaux de lutte contre le paludisme doivent faire, ou le font sur la base des évidences pour que la CPS soit encore plus efficace. Next slide, please. Donc, en gros, le paludisme, on note une baisse dans l'investissement dans la... le document note qu'une baisse dans l'investissement dans la prévention pourrait mener à une hausse dans l'investissement exigé pour les soins et pour les cas, pour les soins des cas. Donc, c'est extrêmement important que la prévention, comme vous savez, prévenir vaut mieux que guérir, c'est mieux d'éviter les maladies. Mais la prévention, ça coûte de l'argent, mais c'est extrêmement important parce que lorsqu'on a des cas, si ces cas ne sont pas testés et traités dans les 24 heures, on va arriver à des situations de décès en ce qui concerne la lutte contre le paludisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia. Et donc, avec cela, on va passer à VIH. Je crois que c'est avec le palu, cette relation prévention et hausse de cas, avec le palu, c'est plus vite, mais c'est quelque chose à considérer dans tous les cas dans la tuberculose et les VIH que, évidemment, le budget pour les ARV, pour le traitement va augmenter si on perd l'efficacité de la prévention. Je passe à Ida pour la discussion. Je vais présenter rapidement pour le VIH les priorités qui doivent être prises en compte. Nous avons premièrement le traitement et les soins du VIH, l'achat des ARV, notamment la fourniture, le soutien à la poursuite du traitement, diagnostic et prise en charge de la TB et du VIH avancé. En priorité 2, les activités qui doivent être maintenues sont notamment le traitement des PVVIH, les soins et soutien, la prévention, le dépistage du VIH pour les personnes présentant un risque élevé de contracter le VIH, en utilisant notamment les textes d'indexation et les services des partenaires. Nous avons également le dépistage du VIH dans les cliniques de TB, les cliniques d'IST, les cliniques de soins prénatals et dans les programmes pour les populations clés et dans les centres privés. Nous avons également la prophylaxie des ARV et le diagnostic précoce du nourrisson pour les nourrissons exposés au VIH. En troisième priorité, les activités devant être maintenues dans le cadre des subventions pays sont notamment les préservatifs et les lubrifiants, les PrEP, la prophylaxie exposition pour les utilisateurs actuels et l'initiation pour les personnes les plus exposées, et également la réduction des risques. Donc, nous devons prendre en compte le fait qu'on doit, dans les activités, maintenir celles qui permettent la réduction des risques, notamment par le traitement par agonistes, opioïdes et injections sécurisées, la PEP, l'intégration de la prévention du VIH dans les services existants de santé sexuelle et reproductive et les infections sexuellement transmissibles, ainsi que
la planification familiale. Diapo. Donc, pour le VIH, le Fonds mondial nous dit que l'OMS publiera bientôt maintenir les services prioritaires liés au VIH, aux hépatites virales et aux IST dans un paysage de financement en évolution, un guide opérationnel. Et ce guide permettra d'avoir des orientations plus détaillées adaptées aux pays souhaitant ajuster leurs activités programmatiques en fonction des fonds disponibles. Voici ce qui concerne les activités du VIH. Merci à toi, Chaise. Merci beaucoup Aïda et Olivia pour les présentations. Je crois que ce dernier diapo est aussi, ça souligne le point qu'en fait, avec le nouveau niveau de ressources, en fait, il faut des décisions très importantes, stratégiques, sur comment le programme va répondre avec un niveau de ressources beaucoup plus limité qu'avant. Et donc, c'est vraiment, je crois, un moment, une période de changement stratégique. Et je crois que ça encadre vraiment toutes ces discussions et aussi la dimension de l'importance et insister que les systèmes communautaires sont vraiment présents et renforcés et soutenus dans n'importe quelle stratégie est développée avec le nouveau niveau de ressources. Donc, avec cela, on va ouvrir aux questions. S'il y a des questions, Fabrice? Ok, merci beaucoup. Moi, je voudrais poser deux questions parce que dans nos pays, il y a quand même des ressources de Fonds mondial qui sont mises à disposition par rapport à la santé communautaire, qui financent la santé communautaire au niveau de certains pays. Moi, je voudrais demander, est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'il y a des orientations sur lesquelles on pouvait également, parce que c'est quand même une bonne partie des ressources du Fonds mondial. Et également, par rapport et aux aspects transversaux, c'est-à-dire plus précisément et tout ce qui est renforcement du système de santé. Est-ce qu'il y a également des orientations, bien des priorités à ce niveau-là qu'on devrait prendre en compte, puisque n'oublions pas que ces deux éléments sont beaucoup plus soutenus par la partie gouvernementale. Donc, du coup, je pense qu'ils vont vouloir peser lourd pour pouvoir garder ça, peut-être parfois au détriment des activités des communautés. Donc, du coup, est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce qu'il y a également des orientations ou bien des priorités qui sont définies? Merci. OK. Avec cela, on va passer, on va prendre quelques questions et après, on va revenir. Ladiva? Ok, bonjour à tous. C'est Gabdoubé, j'appelle de N'Djamena au Tchad. Vous m'entendez? Oui. Allô? Ok. Donc, en fait, Très c'est bien, par très bien. rapport. Je tiens à féliciter les panélistes qui ont vraiment présenté de bonnes orientations. Je salue au passage Ida, ça fait longtemps. En fait, ma question, c'est par rapport à, c'est lié à ce que mon prédécesseur a dit. Nous, on a fait la repriorisation et comme on dit souvent, la communauté est le parent pauvre. Et par exemple, quand j'ai vu la présentation de Ida, le dernier point, c'est la PrEP qui était vraiment prioritaire. Mais ici, chez nous, les activités PrEP et autodépistage sont drastiquement réduites. Par exemple, les différences, tout ce qui est suivi, dirigé par la communauté est parti. Les droits humains sont partis. Les dépistages différenciés auprès des populations clés partis. Alors, donc, quel conseil vous pourrez nous donner, puisque bientôt on va
allez, on va être, le Fonds mondial sera chez nous très bientôt, d'ici le 30. Quelle orientation vous pourriez nous donner pour participer à la reprogrammation prochaine? Voilà, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur ces questions. Sinon, je crois que, comme on a souligné qu'il y a beaucoup de ces activités qu'on a mentionnées et les systèmes communautaires qui sont clairement inclus dans les interventions, les activités soutenues. Euh, et que, en fait, c'est clairement dans le cadre priorisé. Après, la question, c'est vraiment, il y a beaucoup d'activités dans le cadre priorisé et à la fin, comment ils vont équilibrer ou couper par rapport aux ressources qui restent. Donc, cette question de l'inclusion, comme éligibilité, c'est clair que beaucoup, sinon la majorité des interventions actuelles pourraient être maintenues, mais à la fin, si ça va être dans la version finale, ça c'est, je crois, une décision par le CCM et au niveau du pays. Je passe à Ida. Ok, merci, Jay. Je pense que tu as dit une partie de ce que je voulais dire sur la question, la dernière question concernant les activités au niveau du Tchad qui ont été déjà coupées, les CLM, les droits humains, les dépistages différenciés. Il faut dire que c'est, comme on l'a dit, c'est un début de processus et comme l'a montré, je pense que c'est Nadia dans sa présentation, le processus doit aller jusqu'en septembre, si je ne me trompe. Et au finish, les documents doivent passer au niveau du CCM et être validés au niveau du CCM. Et je pense que vous pouvez toujours faire le plaidoyer pour maintenir certaines activités que vous pensez essentielles, notamment si vous pensez que les dépistages différenciés peuvent vraiment avoir un impact sur la lutte contre le VIH, vous pouvez toujours faire le plaidoyer. Et surtout, nous vous conseillons d'utiliser les représentants de la société civile au sein de CCM pour vraiment faire ce plaidoyer. Et pour répondre un peu à la question de Fabrice sur le financement à travers la santé communautaire, si c'est un financement qui vient des subventions du Fonds mondial, ça veut dire que ça rentre dans le cadre du processus de repriorisation. Mais il y a des pays qui financent leur santé communautaire. Là, c'est au pays de décider. Et comme on l'a souligné, le Fonds mondial donne des directives et c'est au niveau pays que les décisions doivent se prendre puisque chaque pays a son contexte. Donc, ce n'est que des directives que le Fonds mondial donne aux différents pays et c'est à votre pays maintenant et à toutes les parties prenantes de voir qu'est-ce qui est profitable pour vous par rapport à l'enveloppe disponible. C'est ce que je voulais juste ajouter. Merci, Chase. Merci. Hamza? Ok, merci beaucoup. En fait, moi, c'est juste une petite question de clarification par rapport à la liste de priorités qui ont été déjà établies enfin, par le Fonds mondial en fonction des maladies. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un ordre de priorité par rapport à ces interventions? Parce que ça va faire beaucoup de débats au niveau des pays si ces interventions vont être interprétées de la manière dont c'est listé, ou bien il y a vraiment un ordre de priorité qui ont été affectés à ces interventions. Merci beaucoup. Oui, merci. Et vous pouvez me corriger si quelqu'un d'autre a des informations, mais de ce que j'ai lu, l'unique maladie qui donne une priorité très claire, c'est le VIH qui dit que le traitement est la plus grande priorité, la plus grande priorité. C'est-à-dire, ça dit clairement que la priorité plus importante, c'est le traitement pour les ARV. Euh, Après, avec la tuberculose, ça souligne très clairement le traitement
Après, pour moi, une grande question, c'est le niveau d'importance pour le traitement préventif, vous qui ont vraiment mis à l'échelle ces interventions récemment. Donc, et avec le Palo, c'est pas clair si, c'est pas clair que la priorité 1 est plus prioritaire que la priorité 2. Mais au moins avec le VIH, c'est le traitement. Et j'ai un peu l'impression, surtout avec le langage, que ça, c'est... En fait, je peux pas dire pour les deux autres définitivement. Mais c'est une bonne question. Je crois que c'est une question ouverte. Euh, et j'invite aux autres pour ajouter quelque chose s'ils ont l'information. Chase? Ouais, Hamza, c'est une très bonne question sur l'ordre de priorité. Donc, encore une fois, c'est des choses qui changent assez vite et donc faites attention, enfin, utilisez autant que possible les recommandations les plus récentes. Mais effectivement, sur certaines des diapositives qui avaient été partagées par le Fonds mondial il y a 6 ou 8 semaines, il y avait un ordre qui était précisé par groupe, entre guillemets, c'est-à-dire traitement, diagnostic, prévention, etc. Je vais mettre dans le chat une référence à ce vieux slide, mais depuis, j'ai vu cet ordre disparaître de leur slide. Donc, à prendre avec des pincettes, et j'imagine qu'il y aura, une fois que les nouvelles communications vont être envoyées au CCM, ce sera probablement ce sera probablement ça le point de référence à utiliser et pas de vieilles slides. Mais je mets dans le chat la référence. OK. Et donc là, je vais passer à Ida pour modérer la prochaine section. On aura 20 minutes pour cela et on va terminer avec 10 minutes de mise à jour sur le financement américain et la reconstitution. OK, merci, Thé. Je pense qu'on va passer la parole au pays pour partager quelques expériences. Et nous allons donner la parole au Sénégal, à l'RDC, le Tchad et Madagascar. Le Sénégal, nous avons notre point focal au niveau du hub d'apprentissage du dispositif d'appui à la société civile. Mbaye Boy qui va nous partager un peu l'expérience du Sénégal. Mbaye, tu as la parole, tu as maximum 3 minutes pour nous partager l'expérience du Sénégal. Merci. Bonjour à tous. Merci Ida. En tout cas, merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour présenter en tout cas tout ce qui est processus et démarche au niveau du Sénégal. Mais sur la présentation, nous avons voulu faire 3 parties. La première partie, c'est la visibilité. La deuxième partie, c'est l'inclusion. Et la troisième partie, c'est tout ce qui est inquiétude, en tout cas, qui est ressorti lors des échanges, des partages d'informations au niveau de la société civile. Maintenant, concernant la visibilité, je pense que nous avons tous, en tout cas, reçu cette notification des ajustements reçus par les PR au niveau pays et le CCM depuis le 24 avril 2025. L'autre activité visible, c'est l'échange entre l'équipe pays du Fonds mondial et les PR et quelques organisations de la société civile au niveau, en tout cas, du pays. Mais maintenant, concernant la partie inclusion, ça, nous avions eu beaucoup de réunions entre les PR, les sous-récipiendaires et les sous-récipiendaires pour convenir vraiment des priorités par rapport aux ajustements que nous devons faire au niveau pays. L'autre innovation, c'est par rapport aux journées d'échange. Là, nous avons vraiment organisé, je pense, la semaine dernière, une grande journée d'échange entre les organisations communautaires pour comprendre un peu le processus et fixer leurs priorités. Et là, on l'a eu à travers une assistance technique appuyée par le hub d'apprentissage qui nous a permis vraiment de regrouper l'ensemble des organisations communautaires et les PR pays, surtout les PR communautaires de la société civile qui sont là. Mais ça nous a permis aussi de regrouper
les organisations des maladies, qui représentant les maladies, les organisations des populations clés, les représentants des organisations de la société au niveau du CFM, pour enfin discuter de tout ce que nous avons fait et par rapport au processus. Maintenant, nous avions identifié quelques inquiétudes qu'on peut citer sur 3 ordres. La première inquiétude, c'est surtout si on pense s'il peut avoir des effets négatifs, surtout par rapport à la qualité des services et des interventions au niveau des pays. L'autre inquiétude, c'est nous pensons aussi par rapport aux effets négatifs sur le cadre de performance. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore discuté sur le cadre de performance. Est-ce que c'est les mêmes indicateurs qui vont rester? Est-ce que nous avons revenu sur les indicateurs? Tout ça, je pense que nous aussi, nous avons pensé que ça peut être une inquiétude, surtout par rapport au cadre de performance et l'atteinte des objectifs, en tout cas programmatiques. Et enfin, la dernière inquiétude, c'est surtout la fragilisation des associations communautaires ou groupes, en tout cas, de soutien qui intervient souvent dans la prévention et la prise en charge des populations clés, mais aussi des communautés vulnérables. Voilà, en tout cas, de façon très ramassée, comme nous avions une seule diapo à partager, voilà, en tout cas, de façon très ramassée, ce que je voulais partager avec l'ensemble des acteurs. Merci. Merci, Mboy, pour ce partage d'expérience de la société civile du Sénégal dans le cadre de la reproductisation. Maintenant, je vais donner la parole à la RDC et à Ange Mavoula, qui est le point focal du hub au niveau de la RDC. Bonjour Ange, tout tu le es là? monde, merci. Merci pour l'opportunité. En fait, comme Nadia le disait au début, hein, au mois d'avril, nous avons reçu l'information sur la réduction des financements et la reprogrammation, qui nous a conduit justement à partager l'information avec toute la grande société civile. Et du coup, il y a eu un mouvement de mobilisation hein, à travers la presse, tant écrite que télévisée. On a mené des actions de plaidoyer au niveau des parlementaires justement pour sensibiliser les politiques, leur dire que maintenant les partenaires sont en train de partir et qu'il faudra que le gouvernement prenne en charge tout ce qu'il y a par rapport à la prise en charge. Et au mois de mai, il y a eu l'équipe pays qui est passée. Il y a eu la revue des 3 programmes avec la participation, bien évidemment, de la société civile à travers nos représentants au CIFIEM et quelques personnalités qui avaient été invitées, essentiellement ceux qui mènent en œuvre les activités en rapport avec les CLM. Et du coup, dans la revue, on a juste compris que le CLM était répondu, quoi, mais moyennant quelques recommandations. Au mois de juin, nous avons aussi sollicité l'assistance technique dont Ida parlait et nous avons reçu la réponse favorable, bien évidemment que le pays était déjà ciblé, et nous sommes en pleine préparation pour cette assistance technique qui va accompagner la société civile à pouvoir identifier les activités et pouvoir le mettre sur la table pour la repriorisation. Au mois de juin, toujours, il y a eu un début de repriorisation pour le RSS au niveau pays, mais bien évidemment avec la participation de la société civile. Mais tout ce qui est en rapport avec le PALU, le VIH, TB, rien n'est encore commencé, donc nous sommes en attente parce que le programme va provoquer des rencontres. Et ça nous avantage parce que ça nous permettra aussi de pouvoir avancer avec notre assistance technique. Par rapport aux inquiétudes, justement, nous voyons un avenir incertain, quoi. Notamment, est-ce que les activités ou les priorités de la société civile seront vraiment prises en compte? Ça, c'est une des inquiétudes. Et aussi la prise de conscience du gouvernement, parce qu'il faut sans dire, voilà, il faut déjà penser à ce que le gouvernement puisse prendre en compte ou ses responsabilités par rapport à la prise en charge en rapport avec ces maladies. Voilà en résumé, donc, ce qu'a été ou ce qu'est le parcours de la RDC par rapport à la repriorisation. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Ange, pour ce partage d'expérience au niveau de la RDC. Je pense que nous allons passer à la République centrafricaine avec Christiane Lako Zuma, le point focal du hub au niveau de la RCA. À toi, Christiane. Bonjour Ida, bonjour à tous et encore une fois merci pour cette opportunité qui nous permet de pouvoir présenter un peu tout le travail qui a été fait au niveau du pays concernant la repriorisation. Comme les collègues l'ont dit, c'est au niveau de la RCA, nous aussi, nous avons pris ce train en marche là à partir du mois de mai comme tous les autres pays. Et donc, au niveau interne, un travail a été fait préalablement par les deux pillards de la RCA, à savoir la Croix-Rouge française et World Vision, qui sont sur les 3 maladies. Et pendant un atelier qui a été convié par la direction des luttes des maladies transmissibles, c'est à ce moment-là que vraiment les 2 matrices d'ajustement qui ont été partagées par le Fonds mondial a été remis officiellement à tous les participants qui étaient à cet atelier, donc qui regroupait justement les PR, le ministère de la Santé, les organisations de la société civile, l'OMS et tous les acteurs de mise en œuvre au niveau pays. Donc, nous, la base de ces 2 équipes de travail, c'était, il y avait une équipe qui ont travaillé sur le paludisme et une autre qui ont travaillé sur le VIH et la tuberculose. Mais vraiment, à la base, nous ne nous sommes pas écartés des 12 critères proposés par le Fonds mondial dans la lettre qui avait été envoyée au niveau pays. Et concernant les organisations de la société civile dans ce travail-là, c'est vrai qu'il y a eu des échanges parce que c'était vraiment des inquiétudes, beaucoup de gens avaient des problèmes à bien percevoir cela. Donc, vu cette importance et puis cette priorisation, la plateforme centrafricaine des organisations de la société civile a concerté quelques organisations de la société civile qui ont eu à s'asseoir, travailler, faire des propositions qui étaient vraiment des propositions sur la mutualisation des activités concernant toutes les interventions des organisations de la société civile. Mais malheureusement, cette proposition n'a pas été prise en compte. Et donc, en termes de difficultés vraiment et d'inquiétudes, en ce moment, concernant les organisations de la société civile, cette priorisation est difficile à gérer parce que on a un impact sur les données au niveau communautaire. Parce que au niveau de la RCA, ce qui nous permet aussi de mesurer les données et puis d'avoir une meilleure appréciation, c'est vraiment les supervisions qui sont suspendues. Et c'est à base de ça que ça nous permet de pouvoir améliorer la qualité de la prestation en faveur des patients VIH, TB, PALU et aussi de vérifier, d'avoir une meilleure qualité de nos données. Donc, ça, c'est vraiment une préoccupation au niveau pays. Et bon, on espère que avec les mois à venir, que peut-être que le pays aussi, il faudrait que le pays aussi puisse vraiment s'engager et voir ressortir la contrepartie, que l'État puisse ressortir sa contrepartie à pouvoir soutenir les organisations de la société civile dans cette dynamique-là. Donc voilà très rapidement, de façon ramassée, le travail qui s'est fait au niveau de la RCA sur cette repriorisation. Je vous remercie. Merci, Christiane. Effectivement, la qualité de données va se jouer avec l'absence de ces supervisions. Et nous espérons que plus tard, le plaidoyer pourrait être fait pour restituer cette activité. Je passe la parole à présent à Firinga Johnson, le point focal du hub au niveau du Madagascar, pour nous partager leur expérience. Merci beaucoup, Ida. Merci à tous les présentateurs qui ont apporté beaucoup d'explications et beaucoup de mises à jour des informations. Au niveau pays, au niveau de Madagascar, l'inclusion, c'est que le principe de dialogue pays a fait défaut, bien que c'est le CCM à Madagascar qui a
qui a organisé, qui a financé ou appuyé les représentants de patients VIH, TB, PALU, ainsi que les populations clés pour préparer à avoir des consensus sur les actions de priorisation, identifier les activités liées aux priorités. Au niveau des inquiétudes, les activités communautaires sont impactées vraiment jusqu'au dernier fonctionnement, comment les SR pourront honorer leurs engagements. Il y a le faible leadership communautaire aussi au niveau du pays, bien qu'on a mis en place déjà l'OPP, les réseaux fêtières, mais le leadership communautaire est très, très faible qui va impacter la négociation ou comment dirais-je, l'engagement, la négociation sur la priorisation et à identifier les activités liées au traitement. Bon, il y a la disponibilité technique, assistance technique que nous prévoyons avec l'appui de l'Expertise France. On a déjà, comment dirais-je, l'accord de principe pour appuyer les communautés dans les stratégies communautaires jusqu'au CS8. L'engagement de haut niveau sur la mobilisation des ressources aussi font partie de nos inquiétudes, étant donné la situation de non-signature de financement de contrepartie au niveau pays qui n'a pas été fait, qui a encore réduit encore le financement. Il y a aussi les non-disponibilités et les non-considérations des données communautaires qui resteront encore un grand défi de notre côté parce que sans ces données, nous n'arrivons pas à honorer les actions au niveau des CLM. Et bon, l'inquiétude aussi au niveau pays, étant donné que le CS7, nous sommes déjà pris à dépourvu par rapport aux non-signatures et les prochains financements. Qu'en est-il pour le CS8 au niveau pays? Bien que nous sommes prises à l'improviste sur ce brusque changement au niveau du Fonds mondial, mais nous devons nous préparer aussi à notre niveau sur la feuille de route des communautés par rapport à la préparation de la veille de 2030. Bon, merci beaucoup. Merci, merci Firinga. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de leçons apprises, d'exemples à utiliser par les autres pays. J'ai noté les journées d'échange qui ont été organisées au niveau du Sénégal avec les OSC. Au niveau de la RDC, il y a les actions de plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques qui a été entreprise par les OSC et la RCA a tenu un atelier qui a regroupé toutes les parties prenantes afin d'examiner le processus et Madagascar aussi a reçu l'appui, les OSC ont reçu l'appui du CCM pour participer au processus et également une assistance technique d'Expertise France. Je pense que c'est des leçons tirées qui peuvent être répliquées dans d'autres pays. Je te repasse la parole, Chase. Merci. Merci beaucoup, Ida, et merci à tous les intervenants pour la présentation. On a presque 15 minutes, donc j'invite aux collègues, on a 3-5 minutes juste pour des questions ou pour partager la perspective. Donc vraiment que 3-5 minutes, mais s'il y a des collègues qui veulent prendre la parole, je vous invite. Je n'ai pas l'accès à voir. Ok. Donc, je vois la main d'Alexandre. Oui, c'est Monsieur Alexandre, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis de l'Association de développement agricole, éducatif et sanitaire de Manono à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Je voudrais demander à notre point focal, M. Mavula, s'il peut me partager ses coordonnées, puisque nous ne sommes pas à Kinshasa, nous sommes à l'intérieur, et c'est pour entrer en contact avec lui, pour voir qu'est-ce que nous devons faire, puisque vous savez,
toute cette lutte se fait surtout dans la capitale où il y a des institutions et où il y a tous les organes peut-être qui peuvent s'engager dans la lutte contre le paludisme. Mais vu l'étendue de notre pays, c'est un sous-continent. Alors, je sais que M. Mavula a un grand travail à faire. Ces subventions-là, peut-être, et tout ce qu'il y a comme activité arrive difficilement à l'intérieur du pays. Alors, je ne sais pas avec lui, je crois que c'est le nouveau point focal qui a remplacé Mme Rachel. Peut-être si il peut entrer en contact aussi avec moi pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire, nous qui sommes de l'intérieur du pays. Merci beaucoup pour l'intervention. Et si on peut échanger les coordonnées, ça c'est parfait. Moi, je vois la main d'Ange. Oui, merci beaucoup, Alexandre. Je t'écris sur le chat mon numéro de téléphone WhatsApp et mon adresse email. Comme ça, tu pourras réagir aussi. Et même après la réunion, on pourra se parler. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on a le temps pour une dernière intervention. Hamza? Oui, merci, Cess. En fait, moi, je voudrais tout simplement lancer un appel à toutes les organisations de la société civile et d'être vraiment focus sur ce processus de priorisation et de ne pas rentrer dans des discussions de, comment on appelle, des tiraillements ou de conflits avec les autres acteurs parties prenantes, mais c'est de faire preuve de pouvoir vraiment argumenter les interventions clés que nous estimons peuvent être vraiment des interventions qui peuvent être priorisées et dans le cadre de ce processus. C'est très important que nous puissions vraiment nous préparer en amont et qu'on puisse aussi se consulter entre nous et partager surtout les expériences entre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et juste pour rebondir en général, n'hésitez pas à nous écrire sur avec les questions ou même pour nous dire ce qui était utile avec ce genre de webinaire ou les thèmes qui pourraient être pertinents pour vous à l'avenir pour que le prochain webinaire, on peut assurer d'intégrer ces éléments dans le partage. Donc, je passe la parole à Quentin et je vais repartager l'écran. C'est pas partagé maintenant, non? Non, non, il faut que tu le remettes. Et du coup, pendant que Chase le remet, merci beaucoup Chase, je serai rapide. Donc merci à tous pour tous les détails, toute l'information qui a été partagée sur le processus de reprioritisation. C'est vraiment important et un des problèmes qu'on a dans le contexte actuel, c'est qu'on a besoin de tout faire en même temps. Donc il y a ce processus qui, je le sais et on comprend bien sûr, et vraiment l'urgence pour beaucoup de partenaires, surtout ceux qui savent qu'ils vont être directement affectés. Mais on veut aussi vous aider à garder un œil sur les développements en cours par rapport à, d'une part, les financements bilatéraux américains et d'autre part, la campagne de reconstitution du Fonds mondial. Donc je vais rapidement donner des mises à jour sur les deux sujets et voilà, et après laisser peut-être quelques minutes pour des questions et des éclaircissements. Donc, aux États-Unis, j'ai parlé de deux choses et deux mauvaises nouvelles. La première, c'est un vote de récession. La récession, c'est un processus par lequel le président demande de reprendre en fait au Congrès américain de l'argent qui avait été voté, des budgets qui n'ont pas été dépensés, puisqu'il est normalement obligé de dépenser les budgets votés par le Congrès. Donc je vais parler de ce vote et je vais vous parler de la proposition de budget présidentiel pour 2026. Donc, est-ce qu'on peut passer au slide suivant, Chase? Donc, d'abord, ce vote de récession. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, vous le savez tous, vous l'avez vu, depuis janvier, les Américains ont gelé beaucoup de leurs programmes bilatéraux. Donc ces programmes bilatéraux qui ont été gelés, il y a une ambiguïté sur la légalité de ce qu'a fait la Maison Blanche.
Et à cause de cette ambiguïté, on a vu beaucoup de juges qui ont essayé d'intervenir pour faire recommencer des programmes, etc., etc. Ce vote, donc le mot anglais c'est récession, et je ne sais pas s'il y a un équivalent en français, permettrait en fait de pérenniser ces gels de subventions, une partie de ces gels de subventions, et a priori les protégerait de décisions de justice. Donc on continue à voir dans le contexte américain des échanges entre la Maison Blanche et les autorités politiques et les autorités judiciaires de notre côté. Et donc potentiellement ce vote, parce qu'il suivrait entre guillemets les procédures normales, pourrait permettre à la Maison Blanche de ne juste pas dépenser les budgets du USAID et de PEPFAR. Donc ce vote c'est un vote qui a déjà eu lieu dans une des deux chambres du Congrès américain, mais qui doit encore avoir lieu au Sénat et qui ne sera confirmé qu'une fois que le Sénat aura voté. Sachant que la majorité républicaine au Sénat est faible et qu'il y a des critiques au sein de cette majorité qui ont exprimé publiquement qu'ils n'étaient pas confortables avec la situation. Bon. Ceci étant, les chances que le vote soit positif sont quand même présentes. Il y a une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de républicains, notamment de sénateurs républicains, qui ont demandé des exceptions pour PEPFAR, donc demandant à ce que les coupes PEPFAR soient annulées. Alors, c'est pas une bonne nouvelle en tant que telle, parce que c'est qu'une petite partie des budgets qui seraient annulés. Mais c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça indique quand même qu'ils sont sensibles à l'injustice de la situation, et donc qu'il y a une chance que le vote n'ait pas lieu. A priori, si le vote, il y a un temps donné pour que le Sénat confirme. Des collègues américains me confirmeront, mais je crois que c'est 60 jours ou 90 jours. Et si le vote n'a pas lieu dans cette fenêtre, a priori, cette demande meurt. Sachant néanmoins que quel que soit le résultat de ce vote, ça ne résout entre guillemets rien, c'est-à-dire que même si cette demande ne passe pas, il est tout à fait possible que la Maison-Blanche continue à ignorer les juges et la loi et continue le gel indéfini de ces subventions. Donc ça, c'était la première mauvaise nouvelle. La deuxième, c'était la demande de budget présidentiel pour 2026. Donc on a eu une première version de ce budget le 2 mai et on a eu plus de détails le 30 mai. Donc il faut savoir que c'est une proposition de budget, donc c'est pas confirmé, c'est pas final, et traditionnellement ces propositions sont très largement révisées par le Congrès. Mais elles sont quand même en général un premier point de réflexion, et on a vu que le Parti républicain jusqu'ici a eu tendance à suivre le président. Donc c'est quand même important de la lire, et elle propose d'énormes coupes. Donc sur la santé mondiale, les coupes sont de 62%. Donc on passe d'un budget de 10 milliards pour l'année 2026 à un budget de moins de 4 milliards. C'est extrêmement inquiétant. On a certaines contributions qui ont entièrement disparu. Donc les contributions américaines à Gavi, PAO, UNICEF, UNFPA et l'OMS, WHO sont entièrement coupées de cette proposition budgétaire. Donc certaines de ces coupes sont un peu attendues. On savait que par exemple l'OMS allait être coupée. Pour UNFPA, c'est pas forcément surprenant, sachant les positions américaines sur l'avortement et le planning familial. Pour Gavi, PAO et UNICEF, c'est pas quelque chose qu'en tout cas j'avais entendu avant qu'on voit ce budget. Pour le Fonds mondial, donc la bonne nouvelle, c'est que le budget a du langage disant si les États-Unis décident de faire une promesse de don, cette promesse de don serait de. Donc il ne parle pas du principe qu'il n'y aura pas de promesse de don, ce qui, bon, j'imagine, est mieux que ce qui se passe par rapport à Gavi, PAO, UNICEF, etc. Mais ils mettent un plafond de 2,4 milliards de dollars sur le prochain cycle, donc 800 millions par an. Pour vous donner un point de référence, ça correspond à peu près exactement la moitié de leur contribution actuelle. Et ils veulent mettre un maximum sur la contribution américaine qui soit 20% du budget du Fonds mondial, sachant que
Donc les règles américaines étaient de 33% jusqu'ici. Donc ce qui est... Attends, reviens derrière, s'il te plaît, merci. Donc juste pour situer les choses, ça veut dire que si cette demande de budget avance telle qu'elle, on se retrouve avec les Américains qui coupent de moitié leur contribution au Fonds mondial pour la 8e reconstitution. Et ça crée un manque à gagner de quelque part entre 2 milliards 4 et 4 milliards 5. Donc c'est énorme et c'est vraiment, vraiment inquiétant. Et donc c'est aussi à prendre en compte, c'est vraiment pas clair si c'est mieux que rien, entre guillemets, pour le Fonds mondial, c'est des règles aussi, des changements, un changement aussi abrupt américain. Donc voilà, donc la situation par rapport à cette demande de budget est extrêmement inquiétante et met énormément de pression sur les autres bailleurs du fonds mondial pour la campagne de la 8e. C'est-à-dire que non seulement ils vont devoir combler le trou américain, mais en plus de ça, ils vont devoir dépasser cette... Donc, ils vont devoir contribuer 4 dollars pour chaque dollar américain, ce qui va potentiellement être un facteur limitant. Prochaine diapositive. Donc, ça nous amène à parler très rapidement de la 8e campagne de reconstitution. Je sais que c'est difficile de se concentrer, de parler de cette campagne, sachant qu'on est au milieu du processus de repriorisation et je m'excuse au nom du monde entier du fait qu'on doit tout faire d'un coup. Mais c'est important parce que comme on le voit, les budgets américains ne sont pas en train de revenir. Donc la première chose à savoir, c'est que le prochain conseil d'administration du Fonds mondial, qui devait avoir lieu en novembre, a été décalé en février. Ça a deux conséquences. Ça donne plus de temps pour l'arrivée des promesses de dons, qui auraient normalement dû arriver avant novembre, mais ça donne moins de temps pour la préparation des demandes de subventions pour GC8. Donc les demandes de subventions vont commencer a priori à partir de mars, plutôt que de commencer à partir de janvier. Donc c'est quand même un décalage de plusieurs mois. Et voilà, je veux juste remettre en avant l'importance de la 8e reconstitution. Personne d'autre que le Fonds mondial ne travaille à une échelle comparable et c'est vraiment, vraiment important d'avoir ces modes de financement multilatéral pour compenser les grosses pertes bilatérales. Je suis désolé d'avoir parlé un peu trop longtemps de Chase et je te rends la parole. Ouais, merci beaucoup, Quentin. Et juste pour compléter, qu'en fait, en plus, le même budget proposé a donné des détails sur le financement bilatéral pour l'année à venir, qui, dans le cas de VIH, était depuis longtemps la majorité du financement international euh, pour la lutte contre le VIH. Et dans le budget proposé, donc proposé par le président, et c'est à la fin le Congrès qui va décider le budget. Donc, c'est pas finalisé, mais la proposition est une réduction de 50% du financement PEPFAR qui signifie une baisse de 3 milliards de dollars par an pour le VIH, qui est énorme. Et en plus, une baisse d'une moitié de soutien pour le PALU, le soutien bilatéral par PMI, et qui signifie une réduction d'1 milliard de dollars jusqu'à 500 millions de dollars. Et pour la tuberculose, une réduction de moitié de 400 millions de dollars jusqu'à 200 millions de dollars bilatéral. Donc, ces deux choses, oui, la contribution pour le Fonds mondial et en parallèle, les contributions bilatérales qui sont très, très, très importantes au niveau de PEPFAR et aussi important pour le PALU. Va être quelque chose de vraiment important. Donc, ça va vraiment informer et encadrer le 8e cycle de subvention. Donc, on va continuer à vous informer sur ces éléments et partager dans chaque réunion les nouvelles les plus récentes. Donc, avec cela, on a passé le temps. Donc, on remercie à tout le monde qui est là pour participer, pour faire les interventions, pour passer
le temps avec nous, avec toutes les organisations qui ont coopté cette réunion. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire, à suivre les groupes de WhatsApp on a mentionnés. Et si on a des questions, vous pouvez rester 2-3 minutes. Des questions sur cette dernière partie, vous pouvez rester et nous demander. Mais sinon, je vous invite à passer une belle journée ou belle soirée. Merci beaucoup pour cet appel qui était très intéressant aussi pour nous. Au revoir tout le monde. Bonne journée, bonne Au soirée. revoir, bonne journée.